Dans le début des années 85, 80, 83, 84, on découvre le virus du sida. Bien entendu, le virus implique vaccination, donc la solution était vaccinale. Et en 85, on attend un vaccin dans les 3 mois, dans les 6 mois, mais avant la fin de l'année, disait-on, on l'aura. À l'époque, le sida était quasiment une spécificité des hommes. Les femmes étaient peu concernées. Donc en 86, j'attirais l'attention dans la revue médicale Objectif Santé, éditée chez Malouane, l'attention de cette erreur d'orientation dans un article que j'ai ici devant les yeux, qui s'appelait le sida maladie digestive. Le sida maladie digestive, ça paraissait tout à fait incongru. Pourquoi une maladie digestive? Tout le monde sait que c'est une maladie sexuelle, génitale, sexuellement transmissible. Eh bien, pas du tout. Le virus est tout à fait indifférent à ce que peut ressentir le porteur de cellules qu'il va infester. Ça lui est parfaitement égal qu'il ait telle ou telle mœurs, qu'il soit de tel ou tel sexe. Pour lui, il a un problème. Le problème du virus, c'est de s'introduire dans l'organisme, n'est-ce pas, de pouvoir parasiter des cellules cibles, qui sont des lymphocytes, d'y proliférer et d'assurer ainsi sa pérennité. C'est ça son problème. La défense contre le virus passe par 3 barrières, doit franchir 3 obstacles, 3 barrières. Le premier obstacle, c'est évidemment un obstacle mécanique. C'est l'obstacle mécanique qui est le revêtement, la peau ou la muqueuse. Il faut que le virus pénètre dans l'organisme. Le second obstacle à franchir, c'est qu'il doit parasiter une population cellulaire qui n'a pas été déjà confrontée à une infestation virale. Parce que cette population cellulaire, quand elle a déjà été assujettie à une infestation virale, elle sécrète un produit, n'est-ce pas, l'interféron, qui lui donne une défense immédiate contre un nouveau virus qui n'est pas celui qui l'a déjà affecté, contre n'importe quel nouveau virus. Donc c'est le second obstacle à franchir pour le virus. Puis le troisième obstacle, évidemment, ce sont les anticorps qui sont très spécifiques du virus et qui agressent le virus après une dizaine de jours, n'est-ce pas, quand le virus essaie de se disséminer. Or, le rectum n'a aucune de ces 3 barrières. La première barrière à franchir, c'est la barrière mécanique, c'est-à-dire la muqueuse du rectal. Il faut traverser la muqueuse. Eh bien, le rectum a une muqueuse tout à fait perméable. C'est le principe du suppositoire. C'est aussi le principe du lavement alimentaire. On fait des énémas alimentaires par le rectum. Bon, donc des petites et des grosses particules traversent cette muqueuse. Donc, au niveau du rectum, pas de barrière mécanique. La première barrière est franchie très facilement. Deuxième obstacle pour le virus, il faut qu'il franchisse la barrière interférentielle, la barrière d'interféron. Or, le rectum n'a aucune barrière, n'a aucun interféron. Pourquoi? Parce que sa population cellulaire n'a jamais été confrontée à une infestation virale. Jamais. La rectite virale, ça n'existe pas en pathologie. Alors reste la troisième barrière très spécifique qui est représentée par les anticorps qui agressent spontanément, n'est-ce pas, le virus et d'une manière très particulière, très définie, très spécifique. D'abord, cette barrière n'est pas immédiate. Il faut plusieurs jours pour qu'elle se produise. Mais surtout, il y a une particularité du rectum, une particularité anatomique tout à fait surprenante. C'est que les amas lymphoïdes, c'est-à-dire les amas dans lesquels il y a des lymphocytes,
sont plaqués directement en apposition avec la muqueuse. Dans le rectum, avec la muqueuse rectale, ils sont en apposition directe avec la muqueuse. Or, et vous vérifierez dans n'importe quel bouquin de physiologie, les lymphocytes qui s'y trouvent ont l'habitude de pénétrer, dans le sens inverse donc, la muqueuse pour aller dans le rectum, dans l'ampoule rectale. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Vous pouvez le vérifier. Et ils sont réabsorbés ensuite par la muqueuse qui est perméable. Autrement dit, elle est perméable dans les deux sens. Autrement dit, le rectum n'a aucune des trois barrières. C'est tout à fait différent chez la femme. Parce que la femme, d'abord, elle a une barrière mécanique solide et fibreuse dans le vagin. Ensuite, le deuxième point, son système génital est soumis à des infestations virales, que même des petites filles, hein, il y a des leucorrhées, des petites filles qui témoignent d'abord de certaines infestations, puis ensuite, elles ont, comme normalement, n'est-ce pas, des anticorps qui surviennent par la suite. Les statistiques, au début, ont montré que les femmes étaient peu contaminées. Et depuis lors, on s'est aperçu qu'elles se contaminaient de plus en plus. Mais je crois qu'on n'a pas tenu compte de l'évolution des mœurs. Autrefois, les femmes étaient relativement peu sodomisées. Ça se passait dans l'intimité des ménages, mais l'évolution des mœurs actuelles fait que les pratiques bisexuelle et la sodomisation est de plus en plus fréquente dans les couples hommes-femmes. Bon, vous me demandez si des femmes qui ont eu une vie sexuelle de nombreuses années avec un porteur du virus du sida, si elles ont été à tous les coups contaminées. Non, si la pratique sexuelle est une pratique normale, classique, vaginale, le risque de contamination est infiniment moindre, et je vous reporte à cette statistique de la fin des années 80, qui avait démontré que les péripatéticiennes qui n'acceptaient que la pénétration vaginale étaient très peu contaminées par le virus du sida. Dans le monde entier, en particulier dans l'Afrique subsaharienne où sévit, vous le savez, c'est comme une véritable pandémie virale, eh bien, ça progresse. Alors on dit oui, mais ça aussi c'est une fausse notion. On dit oui, mais la progression survient chez la femme, n'est-ce pas, presque autant que chez l'homme. Et parfois même, dans certaines régions subsahariennes, ça dépasse l'incidence, la morbidité, l'affecte les femmes. Enfin, on omet de dire, volontairement ou pas, peu importe, on omet de dire que le laxisme de certaines régions, le laxisme sexuel, fait que la sodomie est un phénomène fréquent, sinon traditionnel. Et surtout, qu'il est associé à un objectif anticonceptionnel, qui devient quasiment traditionnel aussi. De sorte que le problème n'est pas de dire chez les femmes ça augmente, l'incidence de la morbidité augmente et ainsi de suite. Que ce soit les femmes, les hommes, ça n'importe pas. C'est le rectum qui compte. Il est très difficile de faire admettre par certaines femmes qu'elles subissent une sodomie, ne serait-ce que de leur conjoint ou de leur partenaire ou ainsi de suite. Vous comprenez ? Le virus du sida est 4 fois plus variable que celui de la grippe. De sorte que même s'il y avait une solution vaccinale, il faudrait en changer tous les ans, bien plus que tous les ans, tous les trimestres. 4 fois par an. Il est 4 fois plus variable. Et même si on faisait 4 fois par an, chez le même individu,
infesté par un même virus, et d'une manière tout à fait endogène. Chez lui, il n'y a pas eu, son virus n'a pas sorti, ainsi de suite. Il est capable de faire des mutations aussi, à l'intérieur même de l'individu. Ce qui veut dire par là qu'un vaccin qui aurait été valable pour tel virus dont il a été infesté risquerait de ne plus l'être pour le même virus lorsqu'il a muté. La solution vaccinale était impossible, c'est pourquoi, dès 85, il y a 20 ans passé maintenant, n'est-ce pas, j'indiquais que la solution vaccinale était absolument impossible. Bon, en France, ça a été occulté. Cet article, la maison qui éditait, n'est-ce pas, Objectif Santé, a dû supprimer sa revue et rembourser les abonnés. C'est vous dire jusqu'où ça a été. Bon. Alors on a envoyé ça à l'étranger, tout de même, au bout d'un certain temps, quand on a vu que, bon, qu'il y avait une occultation, une obstruction ici en France, et le plus grand virologue de l'époque, le professeur Sabine, Albert Sabine, mondialement connu de l'époque, celui qui avait défini le vaccin contre la poliomyélite, on a convenu, et il a déclaré, Albert Sabine estime qu'on fait fausse route. Et il ajoutait, et je lis, le développement d'un vaccin est gêné par le fait que le mode de transmission du VIH le plus efficace à l'exclusion de l'introduction directe du virus dans la circulation sanguine est le rapport anal réceptif. Or, le sperme contient des quantités importantes de cellules infectées et peut infecter la muqueuse colorectale sans interférence des anticorps neutralisants. Et il a quitté d'ailleurs la virologie, mais ça c'est une autre histoire. Bon. Donc, ça a été reconnu que la possibilité d'un virus, la démarche vaccinale n'avait pas d'aboutissement possible. Bon, on l'a maintenu, on la maintient encore maintenant, on recherche encore le vaccin, on le cherchera longtemps, on le cherchera des siècles. C'est impossible. Alors on s'est dit, bon, il y a le préservatif, alors c'était le supplétif, le remplaçant du vaccin. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, dans le liquide séminal, et ainsi de suite, enfin bref, il y a une prolifération de virus, et lorsqu'il y a un acte sodomique, ce virus est mis dans le rectum, et bien, le rectum, qui est un foyer dans lequel peut proliférer et peut s'introduire, eh bien, on va y mettre un morceau de caoutchouc qui empêchera le virus de passer. Et puis, ça paraissait logique, mais c'est une fausse garantie extrêmement dangereuse. Parce que, lorsque vous manipulez un tel objet dans des conditions qui ne sont pas d'asepsie, non seulement il y a le liquide, le pneumatique qui a des virus, qui maintient des virus, mais vous travaillez dans le périnée, c'est-à-dire au carrefour, où survient l'urine, la sueur, les matières fécales et ainsi de suite, où l'humidité est la plus élevée de l'organisme, où la température est la plus constante, c'est-à-dire dans les meilleures conditions pour qu'un virus survive. Un virus, le sida, c'est très fragile. Dans des conditions ici, ça va durer 20 000, sa survie est assurée pendant des minutes. Tandis que si vous allez dans des conditions subéquatoriales, par exemple, avec une hygrométrie très élevée, avec une température très élevée, il peut survivre 11 jours. Comment considériez-vous un chirurgien qui doit vous ouvrir le ventre, qui sortirait de sa cabine d'asepsie avec ses gants stériles, n'est-ce pas, et qui, avant d'aller vous opérer dans la table à côté, sur le billard d'à côté, irait faire ses besoins aux toilettes, sans enlever ses gants, se torcherait, et puis vous ouvrirez le ventre. Mais vous êtes biologiquement, vous êtes dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que ce qu'il y a dedans, ce préservatif, bien sûr que ça a son importance, n'est-ce pas? Mais ce qui est en dehors, l'a tout autant. Et même s'il n'y a rien, vous tombez dans un milieu où persiste
des virus qui sont amenés par les différents émonctoires et qui sont maintenus par une température, une humidité due à l'urine, due à la chaleur, due aux glandes sudoripares, enfin bref, qui font que ça maintient longtemps. Donc c'est une fausse garantie et les Américains s'en sont rendus compte. Et en dépit du fait que la population homosexuelle mâle soit très dominante dans une grande ville, le maire était comme San Francisco, homosexuel et ainsi de suite, vous avez un lobby extrêmement influent, n'est-ce pas? Ils sont arrivés à la solution de préconiser l'abstention. Ça fait hurler. Tout le monde aurait tombé dessus. Un virus, c'est un parasite cellulaire obligatoire. Il passe donc par les cellules. Et même s'il y a des localisations préférentielles, toutes les cellules de l'organisme sont contaminées et contaminables. Alors, que ça passe dans la sueur ou dans la salive, bon, pour moi, ça ne fait pas de doute. Mais il est évident aussi qu'on se contamine moins par la salive que par l'autre côté, parce que la salive, on l'avale et elle passe par tous les enzymes du tube digestif. L'acide chlorhydrique de l'estomac, les enzymes digestifs, et par conséquent, il est sérieusement mal en point quand il arrive à l'endroit où il peut être absorbé. Donc voilà. Mais il est évident aussi que c'est un sujet difficile et que on en retrouve dans les larmes, on en retrouve dans la salive, on en retrouve dans la sueur. Il n'est pas question de vouloir faire peur aux gens à tout prix. Notre but n'est pas là. Mais il est évident aussi qu'on leur donne des illusions quand on laisse entendre que le préservatif les protège à 100%. C'est pas vrai. Quelqu'un qui a le sida et qui transpire et qui se met un préservatif pour sodomiser son partenaire, peut-il mettre le virus sur l'extérieur du préservatif et contaminer son partenaire? Évidemment. Certes, le préservatif apporte une petite protection, une certaine protection, mais il est évident aussi qu'il ne peut pas apporter une protection à 100%. C'est l'évidence même. À un autre niveau, au niveau de la peau par exemple, là il y a des couches protectrices. Par conséquent, il ne passe pas facilement. Il faut qu'il y ait une lésion, il faut qu'il y ait une petite plaie, il faut qu'il y ait, au niveau de la bouche, la même chose. Il faut qu'il y ait des lésions dentaires, que sais-je, moi, carie dentaire ou une gingivite ou des choses comme ça pour être contaminé par ça. J'ai ce petit document émanant de Service Europe Today du 8 février 1995. Au terme de 4 longues années de débats, la ville de New York a adopté un programme d'information scolaire sur le sida qui recommande l'abstinence comme moyen de prévention le plus efficace pour éviter la contagion. Et ceci est à rapprocher d'un constat qui a été fait à l'occasion d'un G7 et rapporté par La Voix du Nord du 13 juillet 2004. La politique américaine qui préconise l'abstinence sexuelle plutôt que le préservatif a été sous le feu des critiques. Mais ces critiques ont été temporisées par le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, qui a affirmé que l'abstinence avait permis au taux de prévalence de passer dans son pays de 30% au début des années 90 à environ 6%. Il est évident qu'on ne peut pas, que si on peut préconiser l'abstinence aux adolescents, ce qui n'est pas fait dans nos pays, au contraire, eh bien, il est évident que c'est difficile de la préconiser, mais au moins peut-on préconiser de s'abstenir de sodomie. Ce serait le meilleur moyen de diminuer fortement l'incidence du sida, ne serait-ce qu'en Afrique. Il n'y a rien de moralisateur là-dedans, on n'a pas à moraliser, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est simplement qu'on a donné des faits, qui sont des faits établis de biologie, puis les gens font ce qu'ils veulent. Ils en tirent des conclusions qui leur paraissent cohérentes ou qui leur paraissent adaptées, ou ils n'en tirent pas de conclusions. Ça les regarde. On ne peut pas cacher des choses, ce genre-là, parce que c'est de la biologie. Vous comprenez?
Il n'est pas question d'être pour ou contre la sodomie, l'homosexualité, ou ainsi de suite. On est pour ou contre rien du tout. On dit simplement des faits établis qui sortent de l'atlas de biologie stock